À toutes et à tous. J'espère que vous avez pu prendre une bonne pause méritée après une première matinée chargée de sessions d'apprentissage de networking. On est heureux de vous retrouver pour cet après-midi. Donc, bienvenue à cette session architecture 3 tiers sur AWS présentée par Youssouf Sanya. Donc juste quelques petits rappels. Donc vous pouvez à tout moment partager vos commentaires sur la section chat à votre droite et poser vos questions sur la section Q&A. Et Youssouf se fera le grand plaisir de répondre après à la fin de la session. Donc allez-y, n'hésitez pas, posez vos questions. On veut que l'échange soit le plus interactif possible et que ça vous apporte en fait de la valeur. Donc c'est ça l'objectif. Donc et aussi à la fin de la session, je vais vous partager en fait un survey pour que vous puissiez nous donner votre feedback sur la session, ce que vous avez aimé, ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Donc ça aidera beaucoup les speakers et aussi les organisateurs à faire de meilleurs événements les prochaines fois. Youssouf, je te passe la main et merci, bonne session. Merci et bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation-là, dans cette journée. Donc, depuis ce matin, on a vu pas mal de présentations. Si j'avance, pas mal de présentations sur la migration, sur le cloud en général, d'introduction et un peu sur tout ce qui est FinOps. Donc là, on va un peu plus entrer dans le sujet sur AWS en essayant d'architecturer une application en utilisant l'architecture Switcher. Et pour ça, moi, je me présente, Sania Youssouf. Je suis ingénieur et cloud ingénieur chez Exalink. C'est une entreprise basée à Reims, en France. Et en même temps, je suis instructeur technique à AWS également. Je vais vous des cours officiels d'AWS. Si vous souhaitez me contacter, voilà mon adresse mail, youssoufsania54@gmail.com. Vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn si vous souhaitez se connecter à moi. Donc, pour suivre cette présentation-là, on va essayer nous allons suivre cet agenda-là, on va essayer de faire une petite introduction, parler un tout petit peu d'Amazon Web Services, plus dans l'infrastructure. On va partir d'un scénario et de ce scénario-là, on va essayer d'architecturer notre application, notre petite application dans le cloud AWS. On va parler des réseaux de l'application, on va parler des différentes couches qu'on aura, la couche présentation, la couche application, la couche de données. À partir de la couche de données, on va partir d'un deuxième scénario où on va essayer d'introduire le serverless et voir comment on va avoir également une architecture switcher en utilisant des services qui sont sans serveur dans le cloud AWS. La question qui peut se poser, c'est pourquoi une bonne architecture d'une application? Donc, l'architecture joue un rôle fondamental dans le développement d'une application, car elle va permettre de garantir que votre application est bien structurée et organisée, ce qui va vous faciliter la maintenance de l'architecture à long terme, parce que l'architecture sera amenée à changer avec le cycle de vie de l'application, mais ça va faciliter également l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour votre application, parce qu'une application est amenée également à se modifier, à s'évoluer au cours de son cycle de vie. Et l'une des structures les plus utilisées dans le monde logiciel, c'est l'architecture structurelle. Et l'architecture structurelle, c'est quoi? C'est un modèle d'architecture logicielle qui va vous permettre de diviser votre application en trois couches. Donc, on va avoir trois couches au niveau de l'application. Et quelles sont ces trois couches-là? Vous aurez la couche présentation. Cette couche-là, qui va être la couche avec laquelle l'utilisateur va s'interagir directement avec votre application. Donc, ça peut être votre page web dans un navigateur, ça peut être l'interface utilisateur, si c'est un logiciel lourd. Cette couche-là va interagir avec la couche application et cette couche application-là va gérer tout ce qui est application, tout ce qui est traitement de données, pardon, donc tout ce qui est opération de base de données, par exemple, tout ce qui est create, read, update, delete de vos données. Cette couche-là va également traiter tout ce qui est requête d'utilisateur. Donc, l'utilisateur qui s'interagit avec votre interface utilisateur va appeler cette couche application-là pour tout ce qui est traitement. Et cette couche traitement-là va utiliser la couche de données pour tout ce qui est support de stockage. Cette couche de données-là peut être des bases de données, des solutions de stockage, des fichiers, etc. que vous aurez, que vous pouvez intégrer à
cette image-là, ces centres de données-là, c'est des régions, ce qu'on appelle des régions d'AWS. Youssouf, on ne t'entend pas bien. Là, tu es en mute. Oui. Ouais, Oui, très bien. c'était depuis le début, hein? Non, il y a quelques secondes. À partir de l'application, de la couche présentation. Ah, ça a changé les micros. Donc, pour l'application, on a les trois couches là, présentation logique et données. Et je pense que ça a changé encore. Est-ce que je vais enregistrer? C'est bon. C'est bon. Ok. Donc, c'est un cloud provider AWS et il propose plus de 200 services. C'est des services qui sont sécurisés et robustes. Et vous avez le pay-as-you-go, comme d'autres en ont parlé, le paiement à l'utilisation. Donc, vous payez que ce que vous utilisez quand vous utilisez les services de AWS. Et c'est des services qui sont conçus pour les besoins professionnels. Chaque région que vous aurez dans AWS sera divisée en zones de disponibilité. Et une zone de disponibilité, c'est un ensemble de centres de données où sont déployés les services d'AWS, où seront également les serveurs que vous allez lancer dans AWS. Pour lancer un serveur, par exemple, vous choisissez une région et dans cette région-là, vous avez plusieurs zones de disponibilité, au minimum 3, comme dans cet exemple de la région de la Californie du Nord. Et vous pouvez choisir dans quelle zone de disponibilité lancer votre instance, votre machine virtuelle, par exemple. Et ces zones de disponibilité-là sont interconnectées. Le premier scénario de cette présentation, c'est vous, on vous prend comme exemple, vous êtes recruté dans une nouvelle entreprise qui a une superbe application avec une base de données relationnelle, par exemple, et on vous demande de concevoir et de créer une architecture à 3 niveaux pour cette application-là et le déployer dans le cloud AWS en utilisant le cloud AWS et ces services qui sont disponibles pour votre application, pour cette application-là. Quand vous arrivez dans le cloud AWS, la première chose à faire pour votre application, pour vos ressources que vous allez créer, parce que vous allez créer des ressources dans le cloud, c'est vous isoler. Vous isoler, c'est-à-dire d'avoir un réseau virtuel où vous allez mettre ces ressources-là. Et pour s'isoler sur AWS, le service qui vous permet de faire ça, c'est Amazon VPC pour Virtual Private Cloud. Amazon VPC va vous permettre d'avoir un réseau qui est logiquement isolé dans le cloud, où vous pouvez mettre vos ressources. Ce réseau-là, vous pouvez lui donner un nom. Vous avez également une place d'adresse IP à choisir, donc en notation CIDR, une place d'adresse IP, et ce réseau-là va vous couvrir plusieurs zones de disponibilité. Donc, on va faire notre choix de notre région ici, la région de Paris pour notre application. Et on va choisir deux zones de disponibilité. Ces deux zones de disponibilité vont nous permettre d'avoir une application hautement disponible, pour la redondance un peu. Une fois que votre région est choisie, votre VPC est créé, avec ici la place d'adresse IP qu'on a choisie. Pour sortir de l'Internet, vous avez besoin d'une passerelle. Donc, c'est comme votre réseau qui est chez vous. Pour sortir de l'Internet, vous avez besoin d'une passerelle. Et ce composant, cette passerelle-là dans le cloud, c'est l'Internet Gateway. Donc, cet Internet Gateway-là va vous permettre de rediriger le trafic vers l'Internet et également d'accepter le trafic qui vient d'Internet vers votre réseau. Donc, une fois que vous avez votre VPC, vos deux zones de disponibilité, vous pouvez aller encore plus loin en divisant ce VPC-là en sous-réseau, comme votre réseau local, hein, vous pouvez le diviser en sous-réseau. Ce VPC, vous pouvez le diviser également en sous-réseau ou subnet. Et chaque sous-réseau va avoir une place d'adresse IP également, qui sera une sous-place de la place du VPC qu'on a choisi. Et chaque sous-réseau sera lié à une zone de disponibilité. On a parlé de haute disponibilité tout à l'heure. Pour essayer de mettre en place l'architecture 3 tiers, on va
euh, on va partir toujours en ayant en tête nos trois courses qu'on doit avoir. On a la course présentation, la course application et la course de données. Donc, on va essayer de mettre ces trois courses-là au niveau de notre architecture, au niveau de notre architecture réseau. Et cette architecture réseau va nous donner ça. Donc, pour les sous-réseaux, on va avoir des sous-réseaux pour la course présentation, des sous-réseaux pour la course application et des sous-réseaux pour la course de données. Ici, data subnet. Donc, si vous voyez bien, on a deux zones de disponibilité. Ici, on a dupliqué les sous-réseaux. Donc, ça, c'est pour avoir une haute disponibilité qui est une recommandation quand vous venez dans le cadre AWS de choisir au moins deux zones de disponibilité pour votre workload. Ces sous-réseaux-là, vous pouvez les rendre publics ou privés. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais les sous-réseaux, vous pouvez décider de dire que la ressource qu'on va créer ici, par exemple, sera accessible publiquement par l'Internet et les ressources qui sont ici, par exemple, seront privées et que personne n'aura accès à ça. Une fois qu'on a notre réseau qui est bien défini, on a choisi notre réseau, notre VPC est bien créé, notre sous-réseau est bien défini, on a divisé les places d'adresse IP sur ces sous-réseaux-là. Vous pouvez créer des tables de routage donc, qui vont définir si le sous-réseau est public ou privé. Donc ici, en l'occurrence, on choisit de créer une table de routage pour les sous-réseaux ici, présentation, qui doivent être accessibles par les clients. Donc on va les rendre publics. C'est pour ça qu'on crée une table de routage publique pour rediriger le trafic vers l'Internet. Et les autres sous-réseaux, la course application et la course de données, vont rester privés. Et on peut toujours créer des tables de routage également pour ces sous-réseaux-là pour contrôler le trafic qu'on aura dans ces sous-réseaux-là. Une fois qu'on a notre réseau qui est en place ici, donc avec les sous-réseaux, la question qui peut se demander, c'est quel service utiliser pour la course présentation ou pour les différentes courses qu'on va avoir. Mais on va partir course par course, étape par étape. Si on prend la course présentation, donc, pour le rappeler, c'est la course avec laquelle l'utilisateur va interagir avec votre application directement. Cette course-là, on a choisi de le rendre public, les sous-réseaux de cette course-là. Et pour Ça a basculé à nouveau, Youssouf. Oui, c'est bon, on t'entend. c'est bon, ouais. Donc, je disais, la course présentation, c'est du HTML, hein, c'est la présentation qu'on va faire, c'est l'interface. Donc, si on a un serveur HTTP, ça peut le faire. Et dans le cloud AWS, pour avoir un serveur HTTP, c'est le service Elastic Compute Cloud, qu'on appelle le service EC2, qui va permettre d'avoir des machines virtuelles ou instances. Ce service-là, on peut l'utiliser avec l'autoscaling. Donc, on a parlé de FinOps tout à l'heure pour ceux qui ont suivi. Mais cette service autoscaling va vous permettre de gérer la capacité de votre application et de scaler en fonction de la demande que vous aurez pour également contrôler les coûts de votre application. Pour protéger votre instance, votre machine virtuelle, vous pouvez utiliser Security Group, les groupes de sécurité. C'est des firewalls qui vont permettre de contrôler le trafic au niveau de votre machine virtuelle. Pour équilibrer la charge de votre application, la charge au niveau des instances que vous aurez, vous avez le service Elastic Load Balancing que vous pouvez utiliser. Il propose plusieurs types de load balancing, mais ici, c'est au niveau de la course 7 HTTP. Donc, vous pouvez utiliser l'application Load Balancer qui va vous permettre de rediriger le trafic sur les instances que vous aurez avec votre autoscaling et les instances en mode EC2. Tout ça en rendant public votre course présentation. Donc, en le rendant public à travers l'Internet Gateway et en ajoutant cette règle-là sur la table de routage public, c'est-à-dire de rediriger tout le trafic venant d'Internet vers destiné à Internet vers votre Internet Gateway pour que les clients qui veulent accéder à votre application aient accès à votre interface, c'est-à-dire la course présentation.
Et sur une architecture, on va avoir comme ressource un groupe auto-scaling, une application load balancer. On va avoir un groupe de sécurité pour protéger l'application load balancer, parce qu'on peut également lier un groupe de sécurité à l'application load balancer. On peut avoir des groupes de sécurité pour les instances, pour contrôler un peu les trafics, quel port on va ouvrir, quel port on va fermer, quel protocole on va accepter, etc. Avec la table de routage qui va permettre à vos clients d'accéder à votre application. Et niveau architecture, pour la première partie de notre application, ça sera ça. On va avoir l'application load balancer ici. Les clients vont accéder à notre application depuis cette application load balancer là. Et l'application load balancer va équilibrer la charge de notre application sur les instances qu'on a dans deux zones de disponibilité, toujours pour la haute disponibilité. Et l'auto-scaling ici va vous contrôler la capacité, c'est-à-dire la capacité nécessaire pour vous ajouter des instances ou vous diminuer des instances selon la demande que vous aurez qui viennent de vos utilisateurs ici. Avec les sécurités du groupe toujours ici pour protéger l'application load balancer ou votre instance Amazon EC2. Une fois la couche présentation bien architecturée, il y a la couche application. La couche présentation, on va appeler la couche application pour tout ce qui est traitement. C'est la couche qui va traiter la logique métier de votre application. Et cette couche-là peut être écrite en Java, en Python, c'est ça, donc n'importe quel langage de programmation. Vu que c'est notre couche présentation qui va appeler notre couche application, les clients ne vont pas interagir directement avec notre couche application. Donc cette couche-là, on peut le rendre privé. Et pour les services qu'on peut utiliser, il y a Elastic Compute Cloud. C'est une machine virtuelle. Avec une machine virtuelle, on peut installer des applications, n'importe quelle application. Donc, avec Amazon EC2, on peut mettre également notre couche application. Toujours pour la mise à l'échelle, donc pour la gestion de la capacité en fonction de la demande, on a Amazon EC2 Auto-Scaling qui est disponible, que vous pouvez utiliser. Les sécurités du groupe pour toujours protéger les instances Amazon EC2 que vous aurez. L'application load balancer qui va permettre d'équilibrer la charge vers votre couche application. Cette couche application va être mise dans des instances Amazon EC2. Ces instances-là vont avoir, par exemple, un système d'exploitation. Mais vous pouvez avoir le besoin, les clients ne vont pas directement accéder à votre couche application, mais vous pouvez avoir le besoin d'aller vers Internet pour télécharger des patchs de sécurité, par exemple. Et pour télécharger ces patchs-là, vous devez avoir accès à Internet. Et si l'instance est privée, par défaut, il n'a pas accès à Internet. Et sur AWS, vous pouvez donner un accès unidirectionnel à Internet à votre instance en utilisant ce qu'on appelle les NAT Gateway. Donc, au niveau de cette couche application-là, vous pouvez également avoir un NAT Gateway dans la couche présentation, dans la couche précédente, pour pouvoir donner un accès à Internet à votre couche application si vous avez besoin, par exemple, d'aller télécharger un patch de sécurité pour votre instance ou des mises à jour depuis Internet, vous pouvez le faire en ajoutant cette route-là à votre table de routage privé qui va rediriger tout le trafic vers le NAT Gateway et le NAT Gateway va le rediriger vers Internet. Et au niveau architecture, comme ressource, on aura un groupe auto-scaling. L'application load balancer qu'on aura ici peut être privée, vu que c'est dans la couche application et que les clients n'ont pas besoin d'accéder à cette couche-là directement. Vous pouvez avoir des groupes de sécurité qui vont protéger votre application load balancer, même si c'est privé. Pour vos instances également, des groupes de sécurité avec une table de routage qui va vous permettre de rediriger le trafic vers la NAT Gateway. Et cette NAT Gateway-là, vous allez le placer dans le sous-réseau public ici, parce qu'il doit être dans le sous-réseau public pour pouvoir rediriger le trafic vers l'Internet. Donc, au niveau de l'architecture, la première partie, on avait l'application, l'ALB ici. Donc, l'ALB, il va toujours rester et va rediriger le trafic sur nos deux instances de la couche présentation. Au niveau de la couche application, on va avoir une application de balancer qui va rediriger le trafic vers les instances qu'on aura de la couche application. Et cette couche-là peut être gérée également par un auto-scaling group pour scaler l'application en fonction de la demande qu'on aura ajouté ou diminuer le nombre d'instances, toujours sur les deux zones de disponibilité ici, pour la haute disponibilité de l'application.
Une fois la couche d'application bien architecturée, la couche de présentation également, on va avoir la couche de données. Et la question qui peut se poser, c'est quel service utiliser si on a des données, si on a une base de données, par exemple, MySQL dans AWS. Le service qui peut faire ça, juste regarder les messages en même temps. T'es encore là, Youssouf? Youssouf, on ne t'entend plus. Là, c'est bon. Tout à fait. Ouais, je sais pas pour quel changement. Le micro à chaque fois. Ouais. Donc, la couche, le service qui va permettre d'avoir une base de données, par exemple, pour notre application, on va dire qu'on va utiliser une base de données relationnelle MySQL. C'est le service Amazon Relational Database Service pour Amazon RDS qui est hautement disponible et qui vous permet d'avoir des bases de données. Et vous avez également la fonctionnalité multi-AZ pour multi-availability zone ou multiple zones de disponibilité qui va vous permettre d'avoir une base de données qui sera répliquée dans les deux zones de disponibilité qu'on aura. Et au niveau des moteurs, on peut avoir des moteurs qui sont propriétaires ou open source, Oracle, on peut avoir des moteurs MySQL, PostgreSQL, MariaDB avec Amazon RDS. Et vous pouvez également avoir le moteur Amazon Aurora qui est une technologie développée par AWS que vous pouvez utiliser également avec Amazon RDS. Donc pour notre couche de données, avec une base de données relationnelle, on peut utiliser une instance de base de données, activer l'option multi-AZ au niveau de notre base de données et également avoir un groupe de sécurité qui va protéger notre base de données, qui va protéger le trafic venant et sortant au niveau de notre base de données. Au niveau architecture, on aura notre couche application qui va interagir avec notre base de données pour tout ce qui est d'opération de lecture et d'écriture sur les données de notre application avec l'instance principale ici, protégée par un groupe de sécurité. Et cette instance-là, avec le multi-AZ ici, qui sera activé, sera automatiquement répliquée. On aura une instance de réplica ici, par exemple. Et nos données seront automatiquement répliquées dans cette instance de réplica-là ou cette instance de secours qui va nous permettre, en cas de problème sur cette zone de disponibilité-là, de basculer directement dans cette instance-là pour toujours avoir une base de données qui sera hautement disponible pour notre application. Donc, on a une question, quel service utiliser pour le BD NoSQL, pour les bases de NoSQL. Donc, on a le Amazon DynamoDB. On va en parler un peu d'Amazon DynamoDB dans la présentation. Donc, une fois que nos trois couches sont bien architecturées et on connaît les services qu'on utilise, comment protéger ces services-là avec les outils de sécurité, les firewalls qui existent comme Security Group, comment gérer le trafic au niveau des différentes aura, on peut aller vers notre architecture complète pour une application 3 tiers au niveau d'AWS. Cette architecture-là va vous permettre de réduire le temps de développement que vous allez avoir, parce que vous pouvez avoir différentes équipes qui vont développer les différentes parties que vous avez. Vous avez la couche présentation, qui peut être développée par les développeurs front-end, par exemple. La couche application, vous pouvez avoir des développeurs back-end qui vont gérer une équipe à part. Et la couche de données, vous pouvez avoir des administrateurs de base de données, par exemple, qui vont vous gérer ça. Ça va permettre de paralléliser les choses pour réduire le temps de développement de votre application. Ça va vous permettre d'avoir une scalabilité sur chaque couche également, cette architecture-là. On a vu avec l'autoscaling, dans la couche présentation, on peut scaler, c'est indépendamment de la couche application et de la couche de données également. Donc, on peut scaler chaque couche indépendamment des autres couches avec une fiabilité qui sera augmentée au niveau de votre application. Ça va vous permettre de renforcer la sécurité. On a vu que chaque couche, on va avoir des groupes de sécurité, des firewalls pour protéger la couche elle-même. Donc, ce qui va renforcer
votre sécurité pour votre application. Et au niveau des ressources, pour une architecture solitaire, donc on aura des tables de routage pour pour nos sous-réseaux publics, vos sous-réseaux privés. Vous avez besoin d'un NAT gateway ou de deux NAT gateway pour donner accès à vos instances dans le sous-réseau privé et accéder à Internet de manière unidirectionnelle. Et vous allez avoir besoin également de security group, des groupes de sécurité pour protéger les applications load balancer, pour protéger les instances que vous aurez avec le service Amazon Elastic Compute Cloud. Et au niveau architectural, ça va nous donner cette architecture-là que j'ai essayé d'écarter un peu plus pour avoir une vision globale. Donc, vous aurez les clients ici qui vont demander votre course présentation pour avoir la vue de votre application en passant par l'Internet qui est ici et l'application Load Balancer qui est publique. L'application Load Balancer va rediriger les appels vers les instances que vous aurez. Ça a changé à nouveau. C'est bon? Oui. Donc, l'autoscaling va gérer la mise en l'échelle au niveau de cette couche-là. Cette couche va interagir avec la couche application en passant par une application de balancer également. Cette application de balancer va équilibrer la charge des appels venant de la couche présentation vers la couche application en utilisant les instances qui sont disponibles dans les deux zones de disponibilité qu'on a. Et l'autoscaling va gérer la mise en l'échelle de cette couche-là également, parce qu'on a besoin de plus d'instances ou pas. Et cette couche-là va interagir avec votre base de données ici principale pour tout ce qui est opération d'écriture et de lecture, donc pour tout ce qui est interaction avec les données. Et ces données-là vont être répliquées automatiquement dans l'instance de secours ici, dans l'instance de réplica, donc de manière synchrone. Une fois qu'on a cette architecture-là, qui est complète, l'application peut être évoluer à chaque fois, donc on peut changer la couche présentation, la couche application peut être changée, déployée de nouveau, la couche de données est là et on peut utiliser des sauvegardes pour sauvegarder notre base de données, etc. Une des architectures qui sont possibles avec l'architecture switcher également, c'est les architectures sans serveur. Pour introduire ça, on va partir d'un deuxième scénario où on a l'application qui est déployée dans le cloud de AWS, notre application. Ça marche très bien, on a beaucoup d'utilisateurs. L'entreprise veut simplifier le processus de déploiement. Donc, pour déployer l'application que j'ai montré tout à l'heure, vous avez besoin d'avoir des Amazon Machine Images qui va pour vos machines virtuelles par exemple. Vous avez besoin d'AMI. Ces AMI là, vous avez besoin de les mettre en jour de temps en temps. Donc le système d'exploitation par exemple fait des patchs de sécurité également. Et tout ça, c'est à prendre en compte dans le processus de déploiement. Même souci, Youssouf. Si tu utilises le micro de ton casque, tu peux désactiver le Bluetooth peut-être pour éviter que ça switche. Mon téléphone il est loin en fait parce qu'il passe sur mon téléphone automatiquement. Désolé, ce sont les aléas du direct. Ouais. Donc, désolé encore. L'entreprise veut simplifier le processus de déploiement. Et vous avez entendu parler du sans serveur, le serverless, dans le cloud AWS, et vous voulez mettre en place un POC, un proof of concept, d'une architecture switcher sans serveur, pour tester ça dans le cloud AWS. Tout d'abord, l'architecture sans serveur va vous permettre de serverless de créer et d'exécuter des applications.
Ça a basculé. Est-ce que tu peux peut-être mettre ton Mac et désactiver le Bluetooth sur ton Mac? C'est bon. On ne voit que ton bureau, Youssouf. Tu n'arrives pas à déconnecter le Bluetooth, c'est pas grave, on peut continuer comme ça, on est presque à la fin. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Oui. Est-ce qu'il y a toujours la présentation? Que ton bureau. Ah, Là, c'est bon. Là, c'est bon. ouais, je vais juste éviter de désactiver le Bluetooth parce que j'ai ma souris et le clavier Ok, qui sont liés. il n'y a pas de problème. Et je vais essayer de changer à chaque fois que c'est. Je vais venir sur ça. Ouais, c'est bon. On voit ton écran, c'est bon. Ouais. Donc, je disais que l'architecture sans serveur, le serverless, va vous permettre de créer et d'exécuter des applications sans gérer d'infrastructure. Donc, quand on parle d'infrastructure, ça peut être des serveurs, des instances Amazon EC2. Ça y est, on t'entend plus. On ne t'entend plus, Youssouf. C'est bon. Oui. Ouais. Avec les architectures sans serveur, vous n'avez pas besoin de l'autoscaling, par exemple. Vous avez une mise à l'échelle automatique qui est intégrée avec ces services-là que vous allez utiliser. Vous avez un modèle de facturation à la valeur. Vous payez que ce que vous consommez, le nombre d'appels que vous allez faire, le temps de calcul que vous avez pris, par exemple. Vous n'allez pas payer si vous n'utilisez pas. Et vous avez de la sécurité qui est intégrée souvent avec une haute disponibilité avec ces services de 100 serveurs-là qui sont proposés souvent par les cloud providers et notamment Amazon Web Services. Et pour rappeler notre architecture structurée, donc on a les trois couches, la présentation, la couche logique et la couche de données avec le client qui s'interagit avec les serveurs de la couche logique et l'application qui interagit avec la base de données. Au niveau d'AWS, les services qu'on peut utiliser pour avoir une architecture 3 tiers. Au niveau de la couche présentation, ça peut être Amazon Simple Storage Service, Amazon S3. Ce service-là va vous permettre de déployer votre site web statique, par exemple. Tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript, vous pouvez le déployer ici. Pour fournir ça aux clients, vous pouvez utiliser Amazon CloudFront, qui est un réseau CDN qui va vous permettre de mettre en cache certaines données qui sont statiques, par exemple, Amazon CloudFront. Et pour gérer l'authentification et l'inscription au niveau de votre site web, vous avez le service Amazon Cognito qui peut être utilisé. Au niveau de la couche application, la couche logique, vous pouvez utiliser le service AWS Lambda, donc principalement le service AWS Lambda, qui est un service de fonction as a service, avec la présentation de Mohamedou, FAAS. Et ce service-là, vous pouvez l'utiliser avec l'API Gateway qui va permettre d'avoir des API REST, par exemple, des API REST pour avoir un endpoint au niveau de vos fonctions lambda qui va appeler votre fonction lambda par la suite à Amazon API Gateway, par exemple. Et au niveau de la couche de données, on avait une question, quel service utiliser pour les BD NoSQL.
si vous avez besoin d'une base de données SQL par exemple, vous avez le service Amazon DynamoDB, mais tout ce qui est stockage de données, vous avez le service S3 de nouveau que vous pouvez utiliser également, tout ce qui est stockage d'objets. Et pour un service de base de données relationnelle pour le sans serveur, vous avez Amazon Aurora qui a des options serverless que vous pouvez utiliser pour avoir des bases de données relationnelles qui sont sans serveur. Et au niveau architectural, la couche présentation, pour donner un exemple, peut être déployée dans Amazon S3, un site web statique par exemple. Ce site-là peut être servi par CloudFront. La couche logique peut être exposée avec API Gateway, donc qui va permettre d'exposer un API REST pour faire des API REST au niveau de votre couche logique. Et tout ce qui est traitement au niveau de cette couche-là, vous pouvez l'écrire avec des fonctions lambda. Lambda, vous pouvez utiliser plusieurs langages de programmation avec lambda, Python, Java, JavaScript, TypeScript, etc. Et vous avez la couche de données où vous pouvez utiliser DynamoDB par exemple, qui va vous permettre d'avoir une base de données NoSQL totalement serverless et entièrement gérée par AWS. Et un exemple d'architecture peut être cette architecture-là de CRUD, d'une petite application où on a les clients qui vont avoir la présentation, demander la présentation à travers Amazon CloudFront, qui sera servi par Amazon S3. Donc, tout ce qui est fichier web, CSS, HTML, JavaScript peut être déployé dans Amazon S3. Notre API va être exposée à travers Amazon API Gateway. Cette API Gateway va être le point d'entrée pour notre course présentation. Donc, pour rediriger les appels vers nos fonctions lambda qui vont traiter ces appels-là, ça peut être le fait de créer une commande, par exemple, dans une table DynamoDB, de le lire, de le supprimer, de la modifier. Et pour gérer l'authentification et l'inscription au niveau de votre site web, vous pouvez utiliser Amazon Cognito que vous pouvez intégrer avec Amazon API Gateway, qui va voir si l'utilisateur est autorisé ou pas à chaque appel avec le token, est utilisé ou pas à accéder à votre couche application, à appeler votre couche application pour un traitement. Et cette couche-là peut interagir avec votre base de données, ici, SQL, mais ça peut être une base de données qui est relationnelle également, avec Amazon Aurora, et les fonctions lambda peuvent faire des appels à votre base de données pour lire et écrire des données à la base, avec un besoin ici qu'on a représenté une casquette ici, qui est une autorisation, donc un rôle qu'on va utiliser pour donner à notre fonction lambda l'autorisation d'appeler la fonction, d'appeler la base de données DynamoDB, la table DynamoDB à votre place. Donc c'est une petite architecture d'une application sans serveur que vous pouvez avoir dans le cloud AWS en utilisant l'architecture switcher. Je vais effacer le truc. En utilisant l'architecture switcher avec les trois couches qu'on aura ici, la couche présentation qui est gérée par ces services-là, la couche application qui est gérée par ces services-là et la couche de données qui est DynamoDB ici. Et vous pouvez modifier également sa couche séparément quand vous allez développer une application switcher et avoir des équipes qui vont gérer sa couche séparément également pour réduire le temps de développement de vos applications. Désolé pour les jeunes occasionnés pour mon micro. J'espère qu'il n'est pas encore parti. Non. Tout va bien. Donc, on passe aux séances de questions-réponses si vous avez des questions. Alors, il y a des questions dans le chat et aussi dans la section Q&A. Donc, dans le chat, tu as répondu à la question de NoSQL. L'autre question, comment gérez-vous la communication et la coordination entre les différents niveaux de l'architecture à 3 niveaux sur AWS? Oui, donc pour gérer la communication, je parlais d'API REST. Souvent, c'est des API qui sont utilisés entre la couche présentation, par exemple, et la couche application. C'est des API qui sont utilisés, des API REST. Vous pouvez avoir des API REST. Et votre front-end peut faire des appels API à chaque fois pour appeler votre couche de données. Pour tout ce qui est coordination
Ça va dépendre aussi de votre course présentation. Est-ce que c'est une application SPA, Single Page Application, écrit en Angular ou React par exemple, où vous allez gérer tout ce qui est coordination au niveau de la course présentation. C'est juste la présentation des données qui sont faites au niveau de cette course-là et toute l'interaction va passer par des API. Si c'est entre votre course application et votre course de données, ça c'est une connexion vers la base de données et votre course application va utiliser, si j'ai du Java par exemple, tout ce qui est JDBC pour interagir avec votre base de données. Est-ce que j'ai été clair? Super, ça semble clair. Une autre question, c'est quoi S3 Glacier? S3 Glacier, donc il y a plusieurs familles qui existent, plusieurs familles dans Amazon S3. S3 Glacier, c'est l'une des familles qui vous permettent d'archiver des fichiers. Donc on a la famille standard, on a l'intelligent sharing, on a le One Zone Infrequent Access, etc. Et pour chaque famille, on a un cas d'utilisation. Donc pour le standard, c'est les données que vous accédez fréquemment. L'intelligent sharing, c'est pour les données où vous ne connaissez pas le modèle d'accès. Vous avez le One Zone Infrequent Access, par exemple, pour les zones que vous pouvez récupérer facilement, où vous allez le mettre dans une seule zone de disponibilité. Si vous les perdez, vous pouvez les récupérer. Et S3 Glacier, c'est pour faire de l'archivage, c'est-à-dire c'est pour archiver des données au niveau de votre bucket Amazon S3. Super. Une autre question pour les services en serveur, on utilise S3 pour les sites statiques. Y a-t-il une autre solution pour les sites dynamiques? Pour les sites statiques, oui, Amazon S3 ça passe. Pour les sites dynamiques, à ma connaissance, non. Donc à ma connaissance, j'ai pas de non, ouais, je connais pas de serveur de service pardon sans serveur pour pour avoir des sites dynamiques, à part une instance Amazon EC2 par exemple, qui n'est pas sans serveur. Ou peut-être les conteneurs aussi. Ouais, peut-être les conteneurs aussi. Dans la section Q&A, je vois Bambo Traoré qui demande le cas de sans serveur, y a-t-il des configurations minimum à faire? Par exemple, la configuration de la configuration de la base de données ou de AWS Lambda. Oui, donc la configuration à faire, c'est les autorisations, c'est-à-dire vous aurez votre fonction lambda par exemple qui va accéder à votre base de données. Donc vous en tant que développeur, vous devez mettre en place des autorisations pour autoriser votre fonction lambda par exemple à accéder à votre base de données. Donc, votre fonction lambda doit avoir l'autorisation d'accéder à votre base de données. Et avec lambda, le minimum, c'est le rôle. C'est ce qu'on appelle un rôle, c'est-à-dire le rôle d'exécution de lambda, l'autoriser à accéder à votre table DynamoDB, par exemple, pour faire des opérations de lecture et d'écriture. J'espère que c'est clair. Ce sont toutes les questions qu'on a eues jusque-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps, on peut en profiter. Donc, question, quelles sont les considérations importantes lors de la conception et de la mise en œuvre d'une architecture à 3 niveaux? Quelles sont les considérations importantes lors de la conception et de la mise en œuvre d'une architecture à 3 niveaux sur AWS? Oui, donc les considérations, c'est le process que j'essaie de suivre là. Donc, sur AWS, sur le cloud, vous aurez le réseau. Donc, le réseau, c'est en prendre en compte votre network, comment l'architecturer. Une fois que vous avez votre réseau, vous avez tout ce qui est configuration de ce réseau-là, c'est-à-dire le trafic que vous allez avoir au niveau de votre réseau, avec les différentes couches de votre architecture sécuritaire. Vous avez également la mise à l'échelle, c'est important. La mise à l'échelle à prendre en compte pour chaque couche, comment le mettre en l'échelle, comment scaler au niveau de chaque couche. Et il y a également la haute disponibilité qu'il faut prendre en compte toujours pour la haute disponibilité de votre application. Utilisez par exemple au moins 2 zones de disponibilité pour avoir une application qui sera hautement disponible. Super.
Super, super, super. Et sans oublier, donc pour ajouter ça, sans oublier les notions de sécurité. Là, on n'a pas entré trop dans les détails, mais je parlais de sécurité groupe. Mais vous pouvez voilà, avoir des... On ne t'entend pas, ça a switché. Je pense qu'il y a probablement... Tu nous entends, Youssouf? Là, c'est bon. C'est bon. Ouais, je disais aussi, sans oublier la notion de sécurité, c'est important. Donc, on a vu récemment des attaques qui ont eu liées au Sénégal, par exemple, sur les sites du gouvernement. Donc, il y a également la sécurité à prendre en compte pour votre application de balancer, par exemple. Utilisez Web Application Firewall qui va vous permettre de se protéger contre ces genres d'attaques-là, les attaques DDoS et tout ce qui est sécurité groupe au niveau de vos instances également. Parfait. Parfait, parfait. Je ne vois pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Donc on vous remercie beaucoup. Merci Youssouf. Merci à tous d'avoir participé. Merci à vos questions. Dans le chat, j'ai donc posté les liens pour la survey, comme promis. N'hésitez pas à y répondre, s'il vous plaît. Je vois une question de Mohamed Ouais, Chéri, on a peut-être une une question technique pour la aussi. route. Oui, donc si vous souhaitez me contacter, voilà mon mail et vous pouvez me contacter également sur LinkedIn. Et la question de Mohamed, c'est comment optimiser les coûts sur l'architecture solitaire. Donc l'optimisation des coûts, ça passe par l'autoscaling par exemple qu'on a utilisé. Donc essayer de scaler en fonction de la demande que vous aurez. Mais au niveau des instances Amazon EC2, vous pouvez opter si vous êtes si vous savez que vous allez être longtemps dans le cloud pour votre application en production par exemple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous pouvez opter pour quelques instances réservées. Vous pouvez réserver des instances et ces instances réservées, vous pouvez les mixer avec les instances standards quand vous scalez. Il y a également les support instances qui peuvent être utilisées. Cette réservation, vous pouvez le faire également sur les bases de données. Pour une base de données, vous pouvez réserver pendant 1 an ou 3 ans, ce qui va vous permettre de diminuer les coûts et toujours l'autoscaling qui va vous permettre également de gérer les coûts également en mettant une mise à l'échelle pour augmenter et diminuer vos instances en fonction des besoins que vous aurez. Super. Super. Donc, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur la table des speakers et continuer la conversation. Donc, merci à vous et la suite se passe toujours sur Hermit. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup, Youssouf.